Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis avec Stéphane Alix pour une nouvelle interview. Nous sommes ici à Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour Lilou. Je suis ravie de t'interviewer une nouvelle fois parce que ton parcours m'a toujours impressionné et puis c'est pour ça qu'on avait fait cette autre vidéo. On avait parlé de tu as animé les enquêtes extraordinaires sur M6, tu es le fondateur de l'INRES, du magazine Inexploré et là tu as écrit de nombreux livres. Je ne veux même plus les citer tellement il y en a, mais ton dernier en tous les cas c'est Le Test où tu as testé 6 médiums suite à la mort de ton père. Donc tu as placé 4 objets. C'est ça ? 4 objets, oui. 4 objets, 6 médiums, 4 objets dans le cercueil, et il n'y avait que toi qui savais qu'il y avait ces objets-là. Et donc, il semblerait que tu as envie de prouver, et tu as prouvé qu'il y a une vie après la mort. Et le thème, donc on va en parler un petit peu, mais ce que j'aimerais surtout concentrer cet entretien, cette interview sur comment communiquent ces deux mondes, comment ces esprits communiquent avec nous et comment on peut améliorer cette communication, voire commencer à mieux le comprendre, mieux comprendre l'âme. Est-ce que c'est l'âme ? Après les mots, ça, je sais pas. Moi, je fais une expérience avec un double objectif en fait. Le premier, c'est effectivement de m'assurer qu'une communication s'établit entre une personne bien définie, mon père, qui est de l'autre côté depuis 2 ans, et moi. Pour ce faire, comme tu l'as dit, j'ai caché des objets dans son cercueil. Je suis l'unique personne vivante à savoir que j'ai fait ça et à connaître les objets. Et quand je suis allé voir des médiums à qui j'ai pas dit du tout que je voulais les tester, d'ailleurs j'ai juste dit que je voulais faire un livre d'entretien avec eux, mais qu'on allait faire une petite séance au début pour voir comment ça allait se passer, il était évident que pour moi dans cette séance, j'attendais vraiment que mon père spontanément se manifeste et puis dise dites à mon fils là qu'il a mis ça et ça dans le cercueil. Donc c'est ça que j'attendais. Alors le test a marché, c'est-à-dire que mon père s'est manifesté auprès de différents médiums et leur a donné un ou plusieurs objets. Donc ça a été à chaque fois que ça s'est produit, mais totalement fracassant. J'avais vraiment du mal à contenir mon émotion et j'essayais justement de pas faire de retour au médium pour être sûr qu'ils n'auraient pas l'info de savoir s'ils avaient réussi ou pas. Mais c'était quand même parfois difficile. Mais au-delà de ça, parce que je voulais pas seulement faire un article ou une petite expérience pour prouver que ça existe, je voulais comprendre ce que ça veut dire que d'être mort et de l'autre côté. Parce que on a une vision qui est toujours assez naïve et réduite par rapport à ce qu'on appelle la communication avec l'au-delà. On s'imagine qu'en fait, ils ont simplement déménagé, ils sont passés presque comme dans un autre pays, et qu'il suffit de décrocher un téléphone, en l'occurrence un médium, et puis de leur poser des questions et qu'ils y répondent. Et en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est pas. Il y a un paramètre fondamental qui nous sépare eux et nous, c'est que eux sont dans un monde qui n'est plus fait de matière, qui est un monde qui, d'après ce que décrivent d'une part les médiums de ce qu'ils obtiennent, mais aussi les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui sont morts quelques secondes, quelques minutes, tous unanimement, et même les traditions, chez les Tibétains ou chez les chamans par exemple, ont décrit un espace des morts comme étant un espace où il n'y a plus de temps et plus d'espace. C'est-à-dire que le temps n'est plus du tout dans une forme d'écoulement comme on l'a ici, et l'espace, il n'existe plus, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à un endroit et puis penser à un autre endroit et instantanément s'y retrouver. Donc, comment s'établit une communication qui doit passer par des mots, qui doit passer par des concepts, qui doit passer par des idées. Et par des gens qui eux-mêmes ont un concept réducteur ou différent du moins de la vie, de ce qu'elle est vraiment ? Oui. Comment est-ce que le médium intervient en tant que filtre effectivement entre ces deux univers. Mais voilà, qu'est-ce qui différencie mon père dans l'état dans lequel il est aujourd'hui de l'être que j'ai connu pendant toute ma vie ? Il avait l'air un peu plus rebelle, hein. C'était pas tout à fait le même. Il était différent. Il y avait dans toutes les séances que j'ai accumulées avec ces 6 médiums, effectivement, je l'ai retrouvé à plein de moments, c'est-à-dire que j'ai vraiment retrouvé son caractère, son impulsivité, son émotion, beaucoup. Donc il y a plein de traits, au-delà d'une part des objets et puis de tous les éléments factuels qu'il m'a donnés à travers ces médiums qui sont proprement stupéfiants, hein, quand on a quelqu'un qui connaît le défunt ni d'Ève ni d'Adam et qui commence à sortir plein d'informations sur sa maladie, son caractère, ses regrets éventuels, ses relations avec son entourage, etc., et qu'on n'est pas dans le vague mais qu'on est dans des trucs très très précis, c'est vraiment bluffant et c'est ce qui s'est produit. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment ressenti
voilà, son intonation, son caractère. Il y a certains médiums qui, de fait de leur émotion et de leur stress notamment, avaient parfois la difficulté à me décrire ce qu'ils voyaient. Et à certains moments, j'avais vraiment l'impression qu'ils voyaient ce que mon père leur montrait, mais qu'ils n'y arrivaient pas. Et je sentis, avec une des médiums notamment, presque l'énervement de mon père, en disant mais elle est gourde celle-là, pourquoi elle ne comprend pas ce que je voulais dire? Et en fait, elle y arrive. Et donc ça, c'était étonnant. C'est d'ailleurs aussi un des éléments qui me convainc qu'on n'est pas dans une forme de télépathie. Parce que ça, c'est souvent l'argument qu'on me dit, mais qu'est-ce qui vous prouve en fait que les médiums communiquent vraiment avec un défunt? Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas de la perception extrasensorielle, c'est-à-dire de la voyance ou de la médiumnité, parce que voilà, les informations sur les objets, effectivement, je suis le seul être humain à les connaître, mais ces informations, elles sont dans l'univers, dans les mémoires akashiques, je ne sais où, mais elles sont là, elles existent quelque part. Donc, des médiums, des voyants peuvent capter ces informations sans que ça implique qu'ils les obtiennent de la part d'un défunt. Et en fait, l'énorme différence pour moi, et ce que me disent aussi les médiums, entre une perception de voyance ou de la télépathie et une perception de la part d'un défunt, c'est cette notion d'insistance, d'intelligence. C'est-à-dire que si, qu'est-ce qui fait que là, je suis sûr de discuter avec toi et que je ne suis pas en face soit d'un robot, soit de mes souvenirs de toi d'une précédente discussion. C'est que tu vas me surprendre par une question, tu vas insister, tu vas me reprendre à un moment, tu vas me couper la parole. Ça veut dire que t'es vraiment là, t'es vraiment quelqu'un qui interagit et qui n'est pas le simple fruit de mon imagination. Et avec les médiums, c'est cette réponse qui me font et qui m'a semblé important de souligner, parce qu'ils ont vraiment cette sensation, et moi je l'ai eu pendant les séances aussi, qu'on était deux dans la pièce, deux êtres vivants, mais qu'il y avait mon père, et que parfois il y avait aussi beaucoup d'autres mondes. Il n'y a pas eu des endroits où les objets, ils ont réussi à trouver précisément, je veux dire, il n'y a pas eu des choses pour lesquelles tu pensais justement qu'ils allaient être bons et puis ils ne l'étaient pas, et au contraire d'autres choses qui t'ont énormément surpris? C'est ça, encore une fois, le test a marché. Donc ça a été pour moi mais totalement fracassant. Et effectivement, écrire ce livre m'a vraiment bouleversé et changé beaucoup de choses en moi, dont je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui de parler. Mais ça s'est pas produit comme je m'y attendais. C'est-à-dire que à certains moments, alors que si j'avais été face à mon père comme ça, comme on est face à face maintenant, mon père aurait immédiatement dit ce qui pour moi était le plus urgent et ce qui à mon sens était aussi le plus urgent pour lui, c'est-à-dire voilà, mon fils a caché des objets dans le cercueil, il s'agit de ça, ça et ça. Et ça se passait pas comme ça. Donc en fait, j'essayais de comprendre pourquoi est-ce que manifestement on était en contact avec mon père, donc c'était vraiment lui, mais pourquoi est-ce qu'il me disait pas ça? Alors j'ai eu des réponses. Une des réponses, c'est notamment le stress du médium, parce que après tout, cette communication, elle passe par qui? Elle passe par un autre être humain qui n'est pas un magicien. On n'est pas dans Harry Potter. On est dans une perception humaine qui est fragile, qui est subtile, qui parfois se coupe, parfois se rétablit. Donc l'émotion et notamment le stress de chacun de ces médiums a participé à une expérience dont ils se doutaient bien qu'il fallait quand même que ça réussisse un petit peu, même s'ils ne connaissaient pas les enjeux. Parfois a vraiment compliqué la séance. Et on le voit dans le bouquin, à certains moments, ils se freinent eux-mêmes, ils se coupent eux-mêmes. Mais au-delà de ça, je pense que cette espèce de communication différente avait aussi trait à la réalité du monde de l'au-delà, en fait, à la personne que mon père est devenu. Parce que j'ai vraiment le sentiment que, en mourant, mon père est devenu quelqu'un d'autre, ou il est redevenu lui-même. Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est comme si tout d'un coup, il s'était débarrassé des pelures qui étaient son identité de Jean-Pierre Alix, qui se sont collées à lui toute son existence, des pelures qui sont liées à sa culture, ses croyances, son éducation, comme on en a tous, et que au moment de la mort, une grande majorité de ces pelures s'enlèvent et révèlent la personne qui est à l'intérieur de lui, qui est 1000 fois plus majestueux que la personne qu'on a en face de nous maintenant. Mais ça compte pour lui, mais ça compte pour toi, ça compte pour moi. On est aujourd'hui, je crois, enquisté dans un corps physique qu'on prend pour notre identité, qu'on prend pour le truc super bien, super cool. Là, j'adore moi-même. Mais en fait, on est beaucoup mieux que ça, on est beaucoup plus que ça. Ouais. Mais on ne le sait pas. Et le libre arbitre pour l'esprit, ça donne quoi? Est-ce qu'on le voit encore plus en action? Ça, c'est aussi une grande question. Le libre arbitre, en l'occurrence, je le traduisais par le libre arbitre de mon père pour pouvoir se manifester et pouvoir me dire quels objets. C'est comme si lui avait suivi un autre agenda pour faire ce livre. C'est-à-dire que moi, ce livre, je l'ai écrit parce que déjà, je ne l'ai pas écrit tout seul. Ça, c'est vraiment une évidence. Pour moi, c'est un livre de collaboration avec le monde invisible. Il m'aurait été impossible de faire ce livre seul.
Donc j'ai fait un marché, d'une part avec mon père, et puis ensuite avec les autres personnes dans le monde invisible qui auraient pu aider éventuellement mon père à remplir sa tâche. Ce deal avec mon père, c'est de dire, toi tu es parti avec de l'appréhension. Les dernières semaines de ta vie ont été pleines d'appréhension, de confusion, de peur un petit peu. Et notamment, une des parties de cette confusion est due au fait que tu ne savais pas trop où tu allais. Tu ne savais pas s'il y avait quelque chose, si tu allais retrouver ton fils, mon frère qui est décédé il y a 15 ans. Donc peut-être qu'un livre avec vraiment une approche très rationnelle, très concrète, très, très cartésienne de l'après-vie aurait peut-être pu te débloquer un petit peu et apaiser cette inquiétude énorme qu'il avait. Donc, ce test-là, c'est ce que je lui ai proposé de faire, de cacher des objets dans le cercueil et de tenter une expérience. Si elle marche, ça nous impose sérieusement de repenser nos conceptions sur la vie après la mort. Donc ça, c'est le deal. Et le deal, je lui dis, bah voilà, pour toi, il est trop tard parce que le livre, tu pourras pas le lire, mais maintenant, tu vas beaucoup mieux. En revanche, il y a plein d'autres gens qui accompagnent des proches en fin de vie ou qui eux-mêmes sont en train de partir et qui pourront peut-être trouver beaucoup de réconfort dans ce bouquin-là. Donc faisons ce livre ensemble, papa. J'ai besoin de toi pour ça. On va le faire ensemble pour eux. Et c'est vraiment le deal de départ. Donc, du coup, moi, j'ai... Il faut lui passer dans l'au-delà. Il avait une autre perception du deal. Non, je crois que sa perception était judicieuse. Moi, je suis arrivé avec ma méthode, mon idée, mon écriture, etc. Mais lui, il est arrivé avec autre chose. Parce que lui, il est de l'autre côté maintenant. Donc, il a une vision peut-être atemporelle des choses. Il sait déjà, quand on a participé à l'expérience, peut-être qu'il avait déjà accès au futur et aux livres existants. Donc en fait, j'ai eu le sentiment que lui a joué avec moi, mais avec amusement et avec bienveillance, pour me faire poser des questions, pour m'interroger sans cesse, pour ne pas lâcher les médiums tant qu'ils répondaient pas à toutes mes questions. Et le fait comme ça de me donner des éléments, mais pas forcément tout de suite ceux que j'attendais, et de faire durer la séance, durer le suspense, m'a obligé moi à m'interroger, à explorer à fond, à questionner les médiums à fond, à pas les lâcher. Il paraît que je suis une terreur pour les médiums. Et au final, à obtenir une vraie richesse. Ce que chacune et chacun de ces médiums ont partagé avec moi, c'est une richesse incommensurable, parce que le fait que le test marche m'a donné beaucoup de confiance dans ce qu'ils me disaient, ça m'a donné beaucoup de bienveillance à leur égard pour les écouter et écouter tout ce qu'ils me racontaient sur le monde de l'au-delà, et du coup je les retranscris sans commencer à critiquer, sans commencer à juger ou à éliminer une certaine partie de choses parce que ça m'aurait paru un petit peu trop fou. Donc j'ai vraiment livré en confiance tout ce qu'ils m'ont donné. Et chacun d'eux et chacune d'elles a partagé ses sensations sur l'au-delà. Qu'est-ce que c'est que l'au-delà? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va quand on meurt? Comment est-ce qu'on est sûr qu'on perçoit vraiment les défunts et qu'on n'est pas dans son imagination, etc., etc., etc. Donc, cette espèce de jeu de chat et la souris qui s'est institué avec mon père à travers ma relation avec les médiums m'a permis en fait de mettre en lumière plein de choses que j'aurais jamais questionné ou eu l'idée de questionner si simplement en m'asseyant devant le médium m'avait dit j'ai un monsieur qui me dit que vous avez mis ça et ça dans le cercueil, point. Bon, ça serait arrêté là et ça aurait pas été très intéressant en fait. Parce que t'en as fait des interviews quand même, hein, et t'as voyagé, t'as exploré déjà, t'en as posé des questions. Quel était un élément comme ça de l'au-delà que t'as appris, que tu ne savais pas ou que tu ne voyais pas, une réponse, une info qui est mais bien sûr, mais waouh. Des choses un peu plus surprenantes que d'autres peut-être sur ce qui se passe, sur la transition, sur la vie après la mort, sur au-delà de l'information juste sur ton père, dans général cette transition qu'on vit. Tu veux dire pendant cette enquête sur le livre avec les médiums, en étant en lien avec les médiums? Oui, je ressors en fait avec une espèce de confirmation. Tu sais, on parlait de preuves au début d'interview, c'est pas moi qui ai trouvé la preuve de la vie après la mort. Enfin, faut être réaliste 2 secondes. C'est pas un journaliste français qui d'un coup va résoudre cette question que l'humanité se pose depuis des siècles. Donc je pense pas que le mot preuve soit vraiment approprié au questionnement qu'on a tous
et tous sur la vie après la mort. C'est pas une question de preuve, on n'est pas dans une expérimentation scientifique. On est dans une question qui nous interroge tous, qui se mélange aux croyances qu'on a, aux cultures dans lesquelles on est né. Donc, et je l'ai vu avec mon père, quand on essaie de raisonner face à cette question uniquement avec le cerveau cartésien et d'avoir une approche très intellectuelle de la question, on reste toujours à distance. Parce qu'au final, c'est pas une idée, la mort, c'est vraiment un chemin dans lequel on va s'engager. C'est comme de se dire, est-ce que j'ai peur en avion ou pas? Tu peux réfléchir à la question autant de fois que tu veux, lire plein de bouquins sur l'aéronautique, mais le jour où tu montes dans un avion et que tu es embarqué avec la poussée, tu peux être terrifié par ce qui se passe. Tu as beau avoir lu tous les livres d'aéronautique avant. Donc la mort, c'est un peu pareil, je pense. Et je le vois dans mon propre parcours, c'est-à-dire qu'il y a un cheminement intellectuel, rationnel, de questionnement, scientifique. Qu'est-ce que c'est que les expériences de mort imminente? Est-ce que ça peut nous apprendre des choses sur le début du voyage? Qu'est-ce que c'est que les médiums? Qu'est-ce que c'est que ces visions qu'il y a au seuil de la mort? Enfin, voilà, toutes ces expériences. Donc j'ai rencontré, depuis pratiquement 15 ans maintenant, tous les chercheurs qui travaillent sur la conscience à travers le monde, beaucoup que tu connais aussi. C'est une chance extraordinaire. Ça m'a donné vraiment un éventail d'éléments de recherche très solides et très costauds sur ce que l'on sait aujourd'hui de la conscience. Et puis j'ai rencontré par ailleurs plein d'expérienceurs, d'expériences de mort imminente ou de gens ayant vécu d'autres types d'expériences autour de la mort. Et voilà, ça remplit une partie de mon cerveau seulement. Et encore, je sais pas ce que tu en penses, mais juste une petite parenthèse sur les expériences de mort imminente. Pour moi, les personnes que j'interviewe qui ont expérimenté ça, ils nous transmettent quelque chose. C'est au-delà de l'intellect et de la parole. Et il y a un petit côté, pas fréquence énergétique, mais il y a quelque chose qui est transmis. Exactement. Il y a quelque chose. Mais moi qui suis rationnel, journaliste et qui ne veut pas abandonner ça, j'étais touché par ce que tu évoques. Certains expérienceurs, je me souviens de Jean Morzel, qui était un des premiers expérienceurs que j'ai rencontré à Toulouse, un vieux monsieur qui a vécu une expérience de mort imminente en 49. Jean est un homme qui respire la lumière, qui est un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et notre rencontre, il y a 10 ans maintenant, m'avait impressionné. Mais voilà, je range ça dans un petit coin qui, pour moi, n'était pas pertinent. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai un rapport à la réalité qui est uniquement rationnel. Soit c'est rationnel et mesurable et quantifiable et prouvable, auquel cas ça m'est utile, soit on est dans le domaine du subjectif, de l'émotion, etc. Et ça n'est pas utile dans mon jugement. Et en fait, je me trompais. Mais il m'a fallu pour ça des années et des années de cheminement, de travail, d'expérience que j'ai vécu moi-même, où j'en suis arrivé à me dire que l'équilibre, c'est un peu de réussir à faire la jonction entre les deux, c'est-à-dire sa tête et son cœur. Être capable d'avoir atteint une position dans laquelle je suis aujourd'hui et qui est synthétisée dans le test, c'est-à-dire à la fois de la rationalité pure, un cheminement vraiment ancré les deux pieds sur terre, et en même temps être capable de s'ouvrir à ça, de s'ouvrir à ces expériences, de s'ouvrir à ce ressenti. Et très très longtemps, c'est pas que j'ai eu peur de mes ressentis, mais je les trouvais perturbants dans mon travail d'investigation journalistique. Aujourd'hui, je sais mieux les intégrer et je sais avoir vraiment... je pense être parvenu à une bonne capacité de discernement entre ma rationalité et mon émotivité, enfin pas mon émotivité, et mon intuition, voilà, mon intuition. Et c'est ce que j'ai découvert en faisant le test, et c'est peut-être ce qui ressort de façon la plus nette de tout ce travail. C'est pour ça que j'en suis vraiment bouleversé, c'est que en discutant avec les médiums, en les écoutant à la fois réaliser ce test et en les écoutant faire ces séances, mais aussi en les écoutant partager des morceaux de leur vie, j'ai entendu des choses avec mon cerveau analytique, mais j'ai aussi été transformé par ce qu'ils m'ont dit. Et cette transformation, au final, je pense que c'est ce qui te donne des outils pour être vraiment en paix le jour où tu t'en vas ou le jour où tu dois accompagner quelqu'un. Et encore mieux au quotidien, dans chaque situation. C'est vrai qu'on a un rapport à la réalité qui est tellement matérialiste et matériel et de la matière qu'on en oublie qu'il y a peut-être autre chose qui essaye de transparaître. Et il y a une magie, je pense. Il y a un côté très subtil qu'on ne voit pas quand on est dans le tout doux, allez on y va, métro, boulot, dodo, et qu'on est dans un quotidien qui est très ancré dans quelque chose de ok, je te vois, t'es réel. Ça doit faire. On peut disjoncter un petit peu, non? Il y a possibilité de partir vers la folie. C'est ça le problème, c'est que pour moi, le discernement, le cheminement cartésien et rationnel, c'est la garantie d'être dans une réalité que je partage avec toi et qui est collective, sur lequel il y a des garde-fous. Le problème de l'intuition, c'est un peu le problème qu'on a avec les chamans, c'est qu'il n'y a pas une vérité.
il y a des expériences que chacun traverse, que chacun vit, et dont chacun tire des enseignements qui lui sont propres. C'est un peu comme les signes, si tu veux dire. Toi, tu peux voir un papillon dans la rue, ça évoque strictement rien, sauf que pour une autre personne qui va voir ce même papillon, ça va être totalement bouleversant parce qu'elle va le lier avec une personne qu'elle vient de perdre 3 jours avant, et que l'improbabilité de trouver ce papillon à cet endroit, à ce moment-là, est telle que ça crée un cataclysme positif dans cette personne-là. Mais le problème, c'est que voilà, on a le même élément objectif et matériel, un papillon, mais qui va avoir 2 lectures totalement différentes. Et donc, dans notre société, effectivement, on se dit, voilà, ok, papillon, c'est tout, c'est un papillon. Et on va pas plus loin. Et en fait, ce que je découvre, c'est que, enfin, ce que je découvre, tes auditeurs vont se dire, mais c'est un grand naïf, le Stéphane. Mais d'une certaine manière, oui. Ce que je découvre, c'est la capacité d'utiliser ces signes, cette intuition, cette connexion avec le monde invisible, le monde qui nous entoure, pour enrichir notre existence. Mais ce qui est important pour moi, c'est de continuer à pouvoir quand même être dans le discernement et ne pas transformer tous les papillons en signes de l'au-delà, ne pas transformer n'importe quel signe en révélation fracassante. Et c'est ça, en fait, le bon équilibre à trouver et qui est difficile et qui, en fait, est un peu à l'image de ce que font ces médiums. C'est-à-dire, ces médiums, ils ont peut-être un petit peu une capacité différente de la nôtre, mais non, enfin, on a tous cette capacité, je pense, à être intuitif. Les médiums, eux, ont un petit quelque chose en plus qui fait qu'ils ont vraiment, à un moment de leur vie, été forcés d'accepter cette évidence de communication entre l'au-delà, de pouvoir recevoir des messages et d'en envoyer, chose que nous, on n'arrive pas forcément très bien à faire. C'est bien différent des voyants. Un voyant médium, c'est pas la même chose. Là encore, sur la technique et le pourquoi du comment, je sais pas. Les médiums que j'ai testés, pour certains, font aussi ce travail de voyance. C'est-à-dire qu'ils sont capables soit d'aller piocher des informations en les demandant à un défunt, qu'ils perçoivent là, ou avec lequel ils arrivent à se connecter, mais ils sont aussi capables d'aller piocher des informations dans le futur ou dans le passé ou sur une personne. C'est justement pour ça que quand je leur demande mais comment est-ce que vous êtes sûr que vous communiquez vraiment avec un défunt et que vous n'êtes pas dans une forme de voyance, leur réponse est juste parce qu'ils ont l'habitude des deux. Ils ont vraiment la possibilité de faire la différence entre quand ils communiquent avec un défunt ou quand ils vont chercher une information qui traîne à droite et à gauche. Mais au final, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même capacité, c'est-à-dire c'est cette capacité à faire taire le bruit ambiant dans lequel toi et moi, on baigne tous parce qu'on a un cerveau qui a été façonné comme ça. Ils sont capables de faire taire ça et d'ouvrir ce que je vais appeler, faute de mieux, le 6e sens ou une autre porte à l'intérieur de leur cerveau, ou le 3e œil, je ne sais pas, pour entrer dans une mode de perception directe avec ce monde invisible qui, pour nous, est trop subtil et trop noyé dans la réalité, qui prend beaucoup plus de place. Mais en fait, ils sont pas super différents de nous. C'est-à-dire, c'est pas ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un super pouvoir, c'est pas des grands magiciens, c'est juste des gens un peu plus doués qui ont construit leur expérience, qui ont année après année, mois après mois, réussi à comprendre comment ça fonctionnait, comment ils pouvaient éviter de tomber dans les pièges de leur ego, de leur imaginaire, et réussir vraiment à comprendre quand ils sont face à un client, quand tout d'un coup ils ont une petite voix qui vient, ils savent que c'est pas eux, mais pour ça il leur a fallu vraiment un très très long travail en fait. Et tu as dû augmenter tes propres capacités d'intuition comme ça, non ? Alors, je sais pas si je les ai augmentées, mais je les écoute plus et j'arrive à en faire quelque chose de plus constructif au quotidien. C'est impressionnant même quand ça commence. C'est très impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est quand on s'autorise, on se donne l'autorisation d'explorer ça et de le vivre, tout en gardant cette... Quel est comment tu restes dans cette verticalité, enfin, comment tu restes dans ce discernement ? Est-ce qu'il y a un petit truc que tu peux nous conseiller, justement, parce qu'il y a tellement de médiums, il y a des charlatans aussi, il y a toutes choses de choses qui se passent, il y a de l'information qui circule. Qu'est-ce que tu nous conseillerais ? Je pense que je te l'avais déjà posé d'ailleurs la dernière fois, parce que t'as cette capacité, toi, de mettre un peu ce pare-feu, peut-être ? Pour ce qui s'agit des médiums, comment se prémunir contre les charlatans, essayer d'être le plus silencieux possible en consultation, essayer d'être, malgré la douleur et l'attente énorme qui est la nôtre quand on va voir un médium, c'est-à-dire qu'on veut communiquer avec quelqu'un, donc essayer d'être vraiment quand même conscient de son attente très très forte et essayer d'être
malgré tout dans la vigilance et dans le discernement de ce que l'on dit nous-mêmes et de ce que dit le médium. Si le médium nous délivre phrase après phrase des choses plutôt générales, plutôt vagues, méfiance, attention, un médium il capte des choses très précises en général. Au début, il a peut-être besoin de focaliser un peu son attention sur un défunt plutôt qu'un autre, parce que pour lui, on peut s'imaginer qu'il apparaît tout d'un coup un paysage peuplé de plein de défunts, donc il faut qu'il sache lequel est important pour le client qui est en face de lui. Donc parfois les médiums ont quand même besoin d'un peu d'aller-retour avec leurs clients. Mais c'est dans cette phase d'aller-retour qu'il faut être très très vigilant, parce que c'est là que se glisse notre auto-surinterprétation, c'est là que se glisse, pas forcément le charlatanisme, mais une forme de bonne psychologie de la personne en face de nous qui, même inconsciemment, peut croire être médium, mais il l'est pas du tout. Il y en a beaucoup aussi. Il n'y a pas que les charlatans, il y a aussi des gens qui s'imaginent, mais qui ne le sont pas forcément. Donc voilà, être vraiment vigilant là-dessus, sur le degré de précision des médiums. Et puis... Est-ce qu'on peut tout... Est-ce qu'un bon médium veut dire qu'il va avoir bon à 100%? Je veux dire, est-ce qu'il y a une partie de toi qui tu t'es vu en train d'essayer de te convaincre de quelque chose ou de créer un lien ou de commencer à effacer, à gommer certains aspects, certaines choses qu'il t'avait dit parce que tout le reste était bon, tu vois? Ah bah oui, non, un médium n'est pas bon à 100%. Dans une séance qui va durer 45 minutes, il y a des phases où on a vraiment l'impression qu'il est en connexion directe avec quelqu'un et que là, il ne fait que transmettre des informations. À d'autres moments, il peut être un peu plus fatigué, un peu en retrait et peut-être se mélanger un peu les pinceaux. Un bon médium, comme ceux que j'ai interrogés dans le livre, ou comme ceux qui pratiquent et qui sont connus pour ça, arrivent quand même assez rapidement à faire le distinguo entre leur imaginaire et leur perception. Ils le disent eux-mêmes. Il y a une médium, par exemple, dans le bouquin, qui en pleine séance me dit « Ah mais attends, là, je suis en train d'imaginer un truc, il faut que je me recale, il faut que je me remette dans mes perceptions. » Donc ils le savent en général. Maintenant, voilà, ça reste... Toi, dans ton interprétation, dans l'information que tu as reçue, il y a des choses que tu essayais de te convaincre? Mais moi, je suis pire, c'est-à-dire que je sais que justement, le principal défaut d'une personne qui va consulter un médium, c'est de surinterpréter des choses. C'est-à-dire que à partir d'une information factuelle, de construire autour une personnalité et une explication, et tout d'un coup, ça prend une énorme ampleur. Donc, c'est pour ça que je suis un cauchemar, en fait, pour les médiums, parce que je ne dis rien, je ne vais pas dans leur sens, et je reste complètement en retrait. J'attends qu'ils apportent eux-mêmes des éléments, précisément, les uns après les autres. Donc, pour eux, c'est plus dur, parce que du coup, le travail de ciblage qu'on a vraiment du mal à faire seul, et ça, c'est normal. Imagine tout d'un coup dans la pièce, moi, je vois rien, mais toi, tu vois apparaître 50 personnes défuntes. Et il y en a une ou deux qui sont de ma famille. Comment est-ce que tu vas savoir desquelles il s'agit? Comment est-ce que tu vas établir il faut que tu me dises, oh là là, je vois plein de gens, je vois tout d'un coup, mais il y a une dame qui me paraît insistante, qui a des cheveux blancs, est-ce que ça te dit quelque chose? Moi, je veux te dire, oui, ma grand-mère, mais bon, une dame aux cheveux blancs, toutes les grand-mères ont les dames aux cheveux blancs. Donc tu vois, moi, si je te dis oui, c'est ma grand-mère, tout d'un coup, je te donne un élément qui, toi, va te permettre peut-être de cibler sur la bonne personne, mais en même temps, moi, ça crée le doute, ça me fait me dire, oui, mais c'est moi qui ai dit que c'était ma grand-mère, c'est pas toi. Donc, cette espèce de va-et-vient est délicat. Moi, je recommande d'enregistrer la séance aussi parce que ça permet, en l'écoutant après coup, d'être un peu dans une émotion un peu moindre et de voir si à certains moments, c'est nous qui avons conduit le médium à dire quelque chose ou si au contraire, c'est venu de lui-même. Faut être vigilant là-dessus, il faut vraiment être vigilant. Et alors, quand il y en a plein comme ça, une cinquantaine, et qui commencent à se bousculer, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui va retenir plus l'attention d'un médium et venir vers toi? Parce que t'as pu, et ça a été une des surprises, d'après ce que j'ai cru comprendre, qu'il y a d'autres personnes qui ont apparu, pas seulement ton père. Bah oui, mais ça c'est la grande difficulté en fait. En général, les médiums aiment bien travailler avec une photo parce que ça leur permet directement de focaliser sur la bonne personne. Alors en même temps, ils en tirent pas forcément des éléments psychologiques, cognitifs, parce que par exemple, il y a un des médiums, il prend la photo, il la regarde à peine une fraction de seconde et puis il la colle sur son front. Et encore, en plus, on est dans une pièce toute noire, donc c'est franchement pas en regardant la photo qu'il obtient des informations, c'est en la touchant, en créant ce truc-là. Donc d'avoir la photo, ça permet vraiment de focaliser directement sur la bonne personne. Mais moi, j'avais commencé une partie de mes tests sans photo, sans rien du tout. Donc c'est là effectivement que se manifestait mon grand-père qui est mort avant ma naissance, ma grand-mère, d'autres personnes. Et
Et là, j'avais vraiment l'impression que de cette scène que je te décris, c'est-à-dire que le médium ouvrait les yeux sur un monde où il y avait plein de gens qui attendaient de me dire des choses, et puis des choses qui pour certains leur paraissaient importantes, mais pour moi l'étaient absolument pas, ni pour mon père, et que mon père était un peu manque d'habitude, lui il venait de débarquer dans le monde de l'au-delà, il se dit mais laissez-moi parler. Et il y a même une séance très rigolote où mon grand-père s'est carrément mis devant et a pris la parole et s'est imposé en voulant dire des choses qui pour lui étaient importantes, et j'avais vraiment l'impression que mon père était derrière en disant toi tais-toi, alors que c'était pas son caractère de son vivant. Donc voilà, c'est pour ça que les agendas de l'autre côté, là aussi, c'était mon grand-père, ça, il y a pas de doute. Il a été blessé au pied à la guerre, le médium me l'a décrit, donc voilà, pour sortir ces détails-là. Et puis il y en avait d'autres. Et puis bon, mais ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, mon père a réussi à se replacer à un autre moment. Mais peut-être que c'est simplement le médium qui tout d'un coup de lui-même focalise plus sur une personnalité qui semble prendre de l'importance et voit pas du tout que mon père est derrière et que c'est lui que j'attends. Mais pourquoi il le saurait si je l'aide pas? Ce qui est surprenant aussi, il ressemble, cette personne ressemble à la personne, enfin, qui est morte au moment où elle est morte. Je veux dire, c'est cette même image, cette même photo. Les médiums décrivent en général des gens un peu plus jeunes que quand c'est des gens qui sont morts très âgés et malades. Ils les décrivent un peu plus jeunes, dans une plus grande forme. Mais je crois que là, on est dans un monde sans matière et sans temps, donc il n'y a pas de visage. Et je pense que, pour reprendre en fait une tradition qui est mentionnée dans le bouddhisme, mais aussi dans d'autres cultures, je crois que les morts doivent se façonner un corps pour nous apparaître. On va pas dans le monde des morts, en fait. Ça aussi, c'est l'autre surprise que j'ai eue de la part des médiums, c'est que je leur demandais à tous de me décrire le monde des morts. Donc, tous m'ont donné des éléments, mais unanimement, ils m'ont dit, mais tu sais, on n'y va pas, en fait. On se donne rendez-vous au milieu. C'est-à-dire que nos perceptions, nos capacités nous permettent de nous élever. On va prendre une image un peu géographique, de nous élever. Et puis, d'une certaine manière, les morts réussissent à redescendre un peu vers nous. Et nous, en fait, on se rencontre au milieu. Mais on va pas là où ils sont. On ne sait pas où ils sont. Donc, en fait, dans ce processus de redescente des morts vers nous, ils se rhabillent de leur corps, ils se rhabillent de leurs souvenirs, de leurs émotions, de ces éléments qui vont nous permettre de les reconnaître. Mais ils en sont peut-être complètement débarrassés de l'autre côté. Débarrassés de ses souvenirs, débarrassés des souffrances surtout, ça c'était important. Mon père est mort pas dans d'atroces souffrances, mais il est mort de maladie, donc c'était un peu pénible ces dernières semaines. Il s'était débarrassé de tout ça. Il est dans un autre univers. Et je crois que c'est... Moi, à titre personnel, je renonce à essayer de me visualiser l'univers que ça peut représenter, parce que je pense que c'est illusoire. Je sens que cet univers existe. Je sens que les morts sont présents quand on en a besoin. Ils peuvent nous aider, ils nous guident, ils nous accompagnent au quotidien. Mais essayer de m'imaginer qu'est-ce qu'il fait maintenant, déjà qu'il n'y a plus de temps, qu'est-ce que ça veut dire faire maintenant, de m'imaginer à quoi il ressemble. On le voit à travers notre cerveau et notre expérience terrestre, mais c'est pas possible. Ce que je retiens, moi, c'est qu'ils suivent un chemin d'évolution, qu'ils ont des liens très forts qui restent avec ceux avec lesquels ils ont passé une partie de leur vie sur Terre, que ces liens d'amour sont inaltérables. Et tu vois, amour, c'est un mot qui me semblait tellement cucu pour moi, journaliste. C'est tellement cucu la praline, amour. Et pourtant, il y a un des médiums, enfin tous m'ont décrit comment se faisait cette communication entre deux mondes. Et en fait... il y en a un qui m'a même fait ressentir ce que pouvait être, j'ai du mal à dire ça, mais la force de l'amour qui crée ce lien, la force d'une sensation, la force pas d'un attachement, mais d'une relation entre deux êtres, c'est ce qui permet cette communication. Donc en fait, plus on aime ceux qui sont partis, plus on a de capacité à être entendu d'eux de l'autre côté. Et ça me rappelle une américaine que j'avais interviewée sur Skype il y a des années et qui parlait d'avoir encore une relation sexuelle avec son défunt, quoi. Et elle avait écrit un livre là-dessus. C'est assez extraordinaire. Oui, c'est particulier. Oui, après, il faut peut-être aussi les laisser partir. S'ils sont morts, c'est qu'il y a une raison, j'en sais rien, mais c'est manifestement une séparation. Donc, continuer à vouloir avoir des relations sexuelles avec son mari alors qu'il est mort depuis des années, ça me paraît un peu... Bon, c'est américain, quoi. Mais bon, le fait est que pour moi maintenant c'est vraiment une évidence, et ce travail-là a à la fois nourri mon côté très cartésien, c'est-à-dire
de façon rationnelle maintenant, je suis arrivé à cette conclusion que la mort n'existe pas et que vraiment mon père continue son existence. Il a retrouvé mon frère qui était mort il y a 15 ans et mon frère continue aussi son existence. On est séparés dans cette vie-là. Je le retrouverai quand moi-même je mourrai pour continuer moi-même mon existence de mon côté. Avec lui, à certains moments, peut-être, ça, j'en sais rien, mais voilà, ces liens-là ne sont pas rompus. Et cette plongée justement au cœur de la médiumnité m'a permis aussi de ressentir en moi la réalité de ce lien, la réalité de cette connexion. Et vraiment, au quotidien, je le vis. Alors non pas comme quelque chose de pesant, mais vraiment l'inverse, comme quelque chose d'aidant, qui me donne confiance, qui me fait me sentir fort, accompagné, plein d'alliés invisibles autour de moi. Et voilà, j'ai vraiment l'impression d'être arrivé à cet aboutissement, à ce cheminement, par la voie que m'a enseignée ma culture française, ma culture de journaliste qui pose des questions et qui, tant qu'il n'a pas les réponses, continue à en poser. Et c'est pour ça qu'il a été tellement bouleversant, ce bouquin, en fait. Ou après un livre comme ça t'a donné d'autres idées, d'écriture ou de sujets? Parce que là, c'est un travail de quoi? D'un an, depuis 1 an, 2 ans presque? C'est 1 an de travail pour le livre lui-même, mais c'est 10 ans pleins d'interrogations, de questionnements, de voyages, de rencontres. Et ce livre-là, il est aussi le fruit de ces 10 ans d'expérience qui ont fait mûrir beaucoup de questions en moi. Et ces questions, je les pose dans le bouquin. Donc c'est vraiment l'aboutissement de presque 10 ans d'interrogation sur la mort. Donc effectivement, j'ai d'autres projets qui sont toujours liés à la conscience et à ces sujets-là, à ces thématiques-là. Mais ce livre-là, pour moi, a été vraiment un moment de bascule. Un moment de bascule entre 2 attitudes, et je pense que mon évolution, et à la fois mon travail personnel et mon évolution intime vont prendre un axe un peu différent à partir de maintenant. Enfin, ça a déjà commencé même. J'imagine, parce que, et même pour toutes les personnes qui ont regardé notre autre interview, on sent déjà qu'il y a pas mal de barrières qui ont sauté, que tu t'autorises à le vivre, et puis tu l'incarnes. Il y a eu un changement déjà. C'est beau et ça m'inspire. En tout cas, merci pour ce livre, de l'avoir fait, de l'avoir écrit, d'avoir mené cette enquête. Et je te souhaite une belle continuation vers tous ces autres projets, parce que c'est vrai que c'est beau d'avancer comme ça vers l'inconnu sans savoir forcément à quoi ça va ressembler, mais en s'attendant au mieux, avec un certain espoir. Je sens ça chez toi. Il y a un côté optimisme qui est revenu, ou du moins une lueur d'espoir, de lumière qui est là, et c'est chouette. À fond. Merci à toi de m'avoir reçu, et puis de donner à voir ce bouquin qui est vraiment important pour moi. Ouais, très très beau livre. Beaucoup de monde, je pense. Merci Stéphane, et merci à vous, délicieux co-créateurs. Lisez le test, c'est même un très bon livre à offrir, je trouve. Je vous embrasse très très fort de Paris, et à très vite. À bientôt. Au revoir.